Produire des logements pour tous les citoyens, leur assurer un environnement sain et un accès facile aux services sociaux de base, nombreux sont les défis auxquels les villes africaines sont confrontées. Une bataille pour laquelle d'énormes ressources financières sont investies chaque année, et ceci pour des résultats pas toujours à la hauteur des attentes, à cause, entre autres, de transpositions irréfléchies de modèles, copiés en Occident ou ailleurs. Pourtant, le patrimoine et la culture locale constituent d'énormes gisements autour desquels des propositions de solutions sont possibles. Parmi les chantiers majeurs, figurent en bonne place les matériaux locaux de construction dont la brique est l'une des composantes essentielles. Certaines personnes considèrent encore aujourd'hui que c'est un matériau fait pour les pauvres. Pour la construction d'une maison, la brique de terre est plus économique que le parpaing. Pour les pauvres comme nous. Vu le coût du ciment, les gens s'intéressent beaucoup à la brique de terre simple, non cuite. Les gens y font des murs pour habiter. Je crois pour le moment c'est les murs les moins chers au Cameroun. On a choisi de construire en brique de terre parce que compte tenu du coût des matériaux actuellement, la brique de terre rend relativement la construction moins chère. Selon une étude réalisée par le groupe Cratère de l'Université de Grenoble, la brique de terre, dans un contexte de pauvreté, présente des avantages comparatifs de loin supérieurs au bloc aggloméré, communément appelé le parpaing. Matériau de construction universellement respecté, le parpaing est à 70% composé d'éléments importés, présentant ainsi des contraintes multiples qui contribuent à surenchérir son coût de production. Dans un environnement où la mise en commerce du ciment fait de plus en plus l'objet d'une spéculation, la brique de terre, quant à elle, tire l'essentiel de ses composantes sur place. De plus, elle relève d'une technologie et d'un savoir-faire local, longuement éprouvé et disponible. Ici, là, je n'ai pas besoin de payer le ciment, je n'ai pas besoin de payer le sable, pas besoin de payer tout ce qu'on paye pour faire le parpaing. La terre est un matériau très noble qui est abondant partout dans le monde entier. Et au Cameroun, elle occupe 70% des sols. Donc nous l'avons en abondance et nous ne l'utilisons pas en construction. Au Cameroun, les années 80 et 90 constituent les années fastes où l'on note un engouement des populations et des autorités pour la brique de terre. L'on assiste alors à une ruée vers ce que l'on pourrait appeler l'or de la terre. Maisons d'habitation, écoles, dispensaires et autres lieux publics, la brique de terre gagne du terrain. L'aventure est finalement trop belle pour durer. Cet abandon part du fait que les gens ont souvent voulu l'utiliser en construction, mais à cause de certaines mauvaises mises en œuvre, le matériau se comporte très mal et du coup il a été rejeté parce que ça s'effrite, ça se fendit. Quand j'ai commencé des travaux de briques de terre dans les années 94, à cette époque les gens avaient l'engouement
de la brique. Bon. Mais dans la brique, donc, il y avait beaucoup de personnes qui sont intéressées dans la brique. D'autres n'avaient pas de formation, d'autres ne s'y connaissaient pas dans la brique. Alors tout le monde s'est lancé, si bien que les gens ont commencé à faire une brique de mauvaise qualité. Il y a des belles ouvrages qui avaient été faits avec de la brique, mais quand elles ont commencé à se détruire par la brique qui avait peut-être parfois été mal cuite, ceux qui devaient se procurer encore de la brique après ne s'intéressaient plus. La brique de terre est ainsi victime d'une crise de la qualité et des normes. Les exigences techniques ne sont pas respectées lors de la fabrication. Les obligations architecturales sont aussi foulées aux pieds lors des mises en œuvre. La brique de terre perd alors sa cotation à la bourse des valeurs des matériaux de construction. À l'École supérieure polytechnique de Yaoundé, le département de génie civil fait des recherches depuis les années 80 sur les problématiques de la brique de terre. Vous ne pouvez pas fabriquer des blocs de terre avec du sable pur, même s'il est mouillé ou comprimé. Par contre, si vous utilisez de l'argile pure, mouillée, vous pouvez en fabriquer des blocs de terre. Mais en séchant, les blocs de terre d'argile pure vont se déformer, se fissurer. La première question qui se pose est la suivante. Comment fabriquer des blocs de terre sans que ceux-ci ne se fissurent ou ne se déforment? Pour répondre à cette question, il y a ce qu'on appelle recherche dite de formulation. La recherche de formulation vise, par exemple, à identifier des matières premières utilisées pour la fabrication des blocs de terre. Pour ce qui nous concerne, c'est par exemple l'argile et le sable, des différents mélanges entrant dans sa composition, et enfin, à mettre au point des procédés, des mises en œuvre et des technologies qui les accompagnent. Tout commence par le choix de la terre, matière première dans la fabrication d'une brique. Une bonne terre, c'est celle qui possède la cohésion. La cohésion étant due tout simplement à la présence d'argile. Mais il faut qu'il y ait à l'intérieur de ces argiles des grains de sable qui vont empêcher la matrice argileuse de se déformer, de se fissurer. Il ne faut pas qu'il y ait des détritus à l'intérieur, des saletés. Il faudrait que ce soit de la terre pure. Qu'il n'y ait pas de gravier à l'intérieur. Si vous prenez de la latérite, vous allez même la tamiser, vous n'aurez jamais quelque chose de bien à compacter. Sur un site, par exemple, quand on arrive, vous allez voir qu'il y a la terre cultivable qui est riche en matière organique. Celle-là, il ne faut pas l'utiliser. En fonction de l'épaisseur de la terre cultivable, on est amené à creuser des fois 50 cm à 60, voire 1 mètre, pour se débarrasser de cette terre organique qui n'est pas très bonne parce qu'elle est pauvre en matière argileuse. On a généralement une couche de sol qui apparaît, qui est de couleur rouge ou jaunâtre en fonction des zones climatiques. Cette terre est donc riche en kaolinite, qui est un matériau argileux. Et sur les sites, on peut directement la tester. On fait des tests sur place parce qu'en fonction des climats, en fonction de la période de l'année, si on est en saison pluvieuse, la terre est gorgée d'eau. Et donc, elle n'est pas très bonne pour la construction. En pleine saison sèche, la terre est pauvre en eau. Et donc aussi, elle n'est pas très bonne. Il faut savoir trouver le meilleur moment. La terre prélevée du site est ramenée en laboratoire. On va la faire sécher dans une étuve pendant 24 heures à une température de 105 degrés. Ceci afin de modifier sa teneur en eau. Ensuite, on va tamiser la terre pour faire sa granulométrie qui consiste à déterminer la taille des grains contenus dans le sol. Afin d'atteindre ces conditions idéales d'utilisation, il
faut trouver les limites de plasticité et de liquidité du sol en y ajoutant des fractions croissantes d'eau. Une brique de terre fiable est également tributaire de la qualité de la technologie qui la fabrique. C'est pourquoi le choix de la presse doit faire l'objet d'une profonde étude. Il y a des presses hydrauliques, il y a des presses électroniques de très grande puissance. Donc, pour le commun, on a utilisé la presse manuelle, qui est une presse qu'on trouve partout dans les marchés. Donc, quand elle est bien faite, chaque Camerounais peut l'utiliser. Les parois du moule sont lubrifiées avec de la graisse pour permettre à la brique de mieux glisser. Le fond est ensuite saupoudré d'une mince couche de poussière pour que la brique n'y adhère pas. Le moule ainsi préparé peut accueillir la terre. Le procédé manuel est certes le plus exploité par les populations pauvres des villes camerounaises. Cependant, sa trop grande dépendance à l'énergie physique du fabricant ne conduit pas toujours à de bons résultats. Le taux de compression est variable et produit des résultats hétérogènes. Certaines briques sont plus solides que les autres et pourtant, toutes sont appelées à supporter les mêmes charges de construction. Le rangement ne se fait pas au hasard. Les briques sont espacées de manière à leur assurer une ventilation conséquente, car c'est de la qualité de cette ventilation que va dépendre le processus d'assèchement. La maîtrise d'un matériau de construction par une société est également fonction de sa capacité à lui procurer un environnement technologique approprié. C'est à cette tâche ardue et exaltante que s'est livré Simon Mvondo, constructeur de machines basé à Ebod-Mefou, dans la banlieue ouest de Yaoundé, capitale du Cameroun. Depuis 20 ans, M. Mvondo expérimente des formes de construction de la presse à briques. Cette machine, elle est si grande comme vous la voyez, mais elle fait aussi une brique comme tous les autres moules. Mais sinon, elle a une faculté, c'est que c'est un système de levier amplifié pour donner un taux de compactage plus élevé. Parce qu'une bonne brique, c'est une brique qui doit avoir un compactage bien serré. La machine permet un bon emplacement pour 2 personnes qui travaillent. Et 2 personnes dont agissent leur effort au même moment. Ça permet donc que les gens peuvent travailler longtemps dessus pendant une journée sans se fatiguer et faire un grand nombre de briques bien précis. Ici, on peut atteindre le nombre de 400-500 pièces par jour. L'Ouest Cameroun est une région de haut plateau où les constructions sont à 70% environ faites de briques de terre. La technique la plus usitée ici, c'est les adobes. La structure, la superstructure et les liens sont en terre. Ici, la terre creusée est gorgée d'eau. Elle est ensuite remuée au pied. Une plante locale à sève gluante appelée ici pfou sert à lubrifier le moule en planche qui doit accueillir la terre pétrie. Une fois le moule extirpé, le produit final doit faire l'objet d'une singulière attention. Une légère couche de terre en poudre est répandue sur la partie supérieure. Quelques feuilles de bananier recouvrent le produit. Ces 2 mesures empêchent la brique de se fendiller. Elles permettent également que la brique transpire, se séparant ainsi de ses constituants liquides
et de gagner en solidité. Qu'il s'agisse de la presse manuelle ou de la technique des adobes, le défi principal est de produire des briques capables de faire face à des intempéries d'origine naturelle ou humaine. C'est pourquoi certains y ajoutent des stabilisants. Quand on ajoute le stabilisant, c'est pour le traitement, c'est pour améliorer le comportement du matériau face à certaines sollicitations en construction, par exemple. Donc, il s'agit d'améliorer la résistance mécanique, les contraintes mécaniques. Il s'agit d'améliorer sa tenue à l'eau. De façon générale, 3 procédés de stabilisation sont aujourd'hui établis par les spécialistes. Le procédé mécanique, le procédé physique et chimique et le procédé par traitement thermique. Dans le procédé mécanique, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la terre mélangée à de l'eau, on le comprime, on le compresse, on le compacte. Dans le procédé physique, on intervient sur la texture ou la granulométrie du matériau, soit par un traitement chimique, soit par ajout d'autres matériaux qui le manquent. Lorsque vous prenez du sable et que vous ajoutez au sable l'argile culimant pour fabriquer des blocs de terre, vous intervenez dans la texture du sable. On dit que vous avez fait un terme scientifique, la lithostabilisation. Un autre exemple, vous prenez une latérite. Vous mettez dans cette latérite des fibres végétales. Il y a des fibres et des noix de coco que vous pouvez utiliser pour mettre dans la terre. Il y a aussi les fibres de maïs. Les tiges de maïs peuvent être coupées sous forme de fibres. Et vous pouvez mettre ces fibres dans la terre. On dit que vous avez armé la terre. Dans le procédé chimique, qu'est-ce qu'on fait dans ce procédé chimique? Vous ajoutez un produit chimique d'origine organique ou d'origine minérale dans la terre. Par réaction chimique, ces produits changent les propriétés. C'est ce qui arrive lorsque vous mettez le ciment. C'est ce qui arrive lorsque vous utilisez le bitume. C'est ce qui arrive aussi lorsque vous utilisez les résines. Le dernier procédé, c'est traitement thermique. Vous chauffez, vous fabriquez le bloc de terre, vous le chauffez à des températures supérieures à 950 degrés. C'est ce qui arrive lorsqu'on fait de la brique cuite. Le procédé par traitement thermique est la chasse gardée de cet homme, Robert Fotso, ingénieur de génie civil installé en Balmayo, à 30 minutes de Yaoundé. Il est question d'avoir le moins d'humidité possible, n'est-ce pas, dans la terre, pour pouvoir assurer l'adhérence, le bon compactage, l'adhérence avec, n'est-ce pas, le liant de plus tard qui sera, n'est-ce pas, composé d'un mortier, un mortier composé, n'est-ce pas, du ciment et du sable. Quand la terre, elle est relativement sèche déjà, à ce moment, nous la mettons au feu. Les briques sont rangées dans un four creusé dans le sol. On y ajoute du bois qu'on introduit dans les cavités créées pour permettre une meilleure propagation du feu. La seule difficulté, c'est de savoir comment voûter, n'est-ce pas, ces mêmes briques pour que ces voûtes deviennent des sortes d'âtres, de cheminées, des sortes de foyers, n'est-ce pas? Et au-dessus de ces voûtes, maintenant, on pose la terre et on met du feu. On attise le feu comme si on cuisait dans une marmite. Au feu, la seule chose qui peut résister au feu comme ça, il n'y a que la terre. Vous mettez même du fer dans le feu ardent comme celui-là, le fer, il va fondre. Les briques sont cuites à une température avoisinant les 950 degrés. Après 4 jours de cuisson, les briques sont déchargées du four. Elles sont prêtes à la construction.
Dès que la brique elle est sortie, on fait le mortier traditionnel. 4 brouettés de sable avec un sac de ciment, hein, et de l'eau, c'est le liant. Vous élevez votre mur avec. Dans tous les cas, lorsque vous travaillez, il y a les briques qui se cassent. C'est ces briques qui se cassent qui nous servent pour faire les fondations de la maison. En briques doublées. On ne jette absolument rien. Une brique, dès qu'elle est fabriquée et cuite, doit être utilisée, doit servir à quelque chose dans votre bâtiment. Le procédé brique de terre ne se limite pas qu'à la qualité de la brique. Un autre goulot d'étranglement est la mise en œuvre. Comment atteler les éléments composites et de nature hétérogène pour arriver à des constructions fiables? Une bonne brique n'est pas une condition suffisante pour que vous ayez une maison. Il y a une deuxième condition qu'il faut ajouter. Il faut respecter les règles d'appareillage et des dispositions constructives qui s'appliquent à la construction en terre. Inversement, si vous respectez les règles d'appareillage et les dispositions constructives applicables aux constructions en terre, si vous avez une mauvaise brique de terre, votre maison ne va pas non plus tenir. Donc les deux conditions-là sont absolument indispensables. Il y a la résistance des matériaux qu'il faut respecter. Vous comprenez? Toutes les constructions ont des contraintes. Si là où il faut faire un chaînage, vous ne le faites pas, hein? Il y aura des contraintes. Quand il y a contraintes, ça veut dire des forces attractives, des forces qui se battent. Il faut pouvoir les annuler pour que l'édifice soit stable. À l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, les briques sont testées pour évaluer leur résistance. Les chercheurs procèdent à des essais mécaniques pour vérifier la compression et flexion de la brique de terre. Qualité indispensable pour faire face aux contraintes physiques du bâtiment. Un essai d'usure est également effectué pour évaluer la capacité de la brique à affronter les intempéries telles que les vents, les pluies et les actions humaines. Ensuite, la brique est plongée pendant 4 jours dans de l'eau. Au sortir, le matériau sera pesé pour estimer la quantité d'eau absorbée. Dans tous les cas, la brique de terre demande une protection. Quelquefois, certaines personnes, après avoir construit sans stabiliser dans la masse, ils vont crépir les murs ou badigeonner de chaux et consorts pour aider à la protection des murs. D'abord, à partir de la toiture, lorsque le technicien fait la toiture, je crois qu'il doit couvrir de sorte que les pluies n'atteignent pas les murs. Bon, et après, compte tenu des moyens, on va crépir. Les toitures, d'après la norme, doivent déborder de 1 mètre. En ce qui concerne les zones où on peut noter la présence d'eau, il s'agit par exemple des salles de bain, des salles d'eau, des sous-bassements. Il faut absolument traiter les blocs de terre. On peut les traiter en mettant par exemple un enduit protectrice ou en stabilisant les blocs de terre. Entre 1986 et 1990, l'École nationale supérieure polytechnique a développé des projets expérimentaux de construction en briques de terre. Quelques édifices publics ont été bâtis, maisons des fonctionnaires, bureaux, universités et surtout le gymnase de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Ces projets pilotes ont permis de tirer un certain nombre de conclusions. Une maison en bloc de terre a beaucoup d'avantages. La maison respire, c'est-à-dire prend de l'humidité et l'évacue. Quand il fait chaud dehors, à l'intérieur d'une maison en terre, il fait frais. Quand il fait très froid dehors, à l'intérieur d'une maison en terre, il fait chaud. Il y a des avantages financiers. Construire une maison en terre coûte à peu près 40% fois moins cher qu'une maison en parpaing. Premièrement, le bloc de terre utilise très peu d'eau lors de sa fabrication. Deuxièmement, le bloc de terre utilise un matériau renouvelable qui est en abondance, qui est la terre, alors que le parpaing utilise des matériaux non renouvelables, par exemple le sable et les matières premières utilisées pour la fabrication du ciment. Pour fabriquer le bloc de terre,
on dépense environ 3% d'énergie nécessaire pour la fabrication des parpaings. Et un autre avantage, le bloc de terre coûte moins cher. Et je peux dire tout simplement que le bloc de terre est un produit écologique. Dans un contexte marqué par la crise de l'énergie, dont l'habitation est l'un des pôles de consommation, un environnement international où la spéculation autour des matériaux de construction est de plus en plus obsédante, la brique de terre passe pour être l'un des chantiers majeurs à investir par la recherche et les politiques. Toute réflexion prospective sur l'habitat et le logement dans les pays du Sud devrait intégrer les matériaux locaux de construction comme composante essentielle, car au-delà de la dimension infrastructurelle, ces matériaux ainsi que leurs procédés de mise en œuvre cachent des gisements de savoir et de compétences. Leur intérêt scientifique et patrimonial demeure encore inestimé.